je vais commencer par faire une petite présentation qui sera en fait davantage une introduction à la session, et ensuite nous aurons 3 autres intervenants. Je voulais en introduction dire quelques mots sur les enjeux de la construction du marché des nanomatériaux et pourquoi c'est une question qui intéresse les sciences sociales. Je suis moi-même chercheur au Centre de sociologie de l'innovation de l'École des Mines, ici à Paris. Et pour cela, c'est intéressant de rappeler que les nanotechnologies, au départ, comme vous le savez, c'est une politique scientifique. C'est-à-dire c'est un terme qui devient extrêmement important dans les arènes de la politique de la science, notamment aux États-Unis, à la fin des années 90, évidemment à la suite de toute une série d'avancées technologiques, mais néanmoins dans les enceintes de la politique publique qui financent et qui organisent la recherche. Et avec cette particularité que les nanotechnologies ont affirmé dès le départ, dès que les programmes de soutien aux nanotechnologies ont été définis, ils ont affirmé dès le départ l'importance de la prise en compte des impacts sociétaux, alors je le mets entre guillemets puisque c'est le terme qui a été utilisé par ces programmes de financement. Et d'autre part, l'importance de l'engagement du public, c'est-à-dire de se dire non seulement on va financer la recherche et l'innovation dans les nanos, mais en plus on le fera en discutant avec les publics concernés par ces développesses technologiques. Ce qui pose évidemment tout un tas de problèmes, notamment de savoir qui sont ces fameux publics. Pour comprendre comment cette spécificité-là, ce modèle très particulier de politique scientifique, j'ai mis là un petit tableau qui est assez schématique, un peu simplifié, mais qui est néanmoins utile pour comprendre un peu l'évolution historique de la politique scientifique et la place très particulière des nanos, ce qui fera notamment que la question du marché est centrale. Alors à gauche, vous avez quelque chose que j'ai appelé le modèle linéaire, que j'ai résumé par l'expression « Science, the Endless Frontier », qui était le slogan de la politique américaine de la recherche après-guerre, juste après la Deuxième Guerre mondiale. « Science, the Endless Frontier », c'était le titre d'un rapport écrit par Vannevar Bush, qui était un conseiller du président Truman, et qui consistait à dire le rôle de l'État consiste à financer la recherche fondamentale, indépendamment de toutes les applications, et ensuite, après la recherche fondamentale, les applications suivront naturellement, et en dernier lieu, les usages suivront, la société s'adaptera au développement scientifique. Du coup, dans ce modèle linéaire, on a une organisation de la R&D qui est faite par des grands laboratoires d'entreprises, qui fonctionnent, typiquement les Bell Labs par exemple, qui fonctionnent indépendamment des considérations de marché, ou alors avec très peu de connexion, et de la recherche universitaire qui est très soutenue par l'État. À droite, j'ai mis quelque chose que j'ai appelé le modèle intégré, qui serait le modèle dans lequel on est avec les nanotechnologies. Et pour le définir, j'ai utilisé le slogan du programme Europe 2020, que vous connaissez peut-être si vous êtes en train de préparer des projets européens pour le financement de la recherche, qui est cette phrase assez intéressante, « Smart, Sustainable and Inclusive Growth », donc la croissance smart, intelligente, durable et inclusive. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que quand on lit cette phrase, on comprend que la politique de la recherche ne vise pas à financer la science pour elle-même, parce que ça permettra d'avancer les connaissances indépendamment de ce qu'on pourra bien en faire, mais pour la croissance économique, pour des objectifs qui sont la durabilité, l'inclusion des sociétés, etc. Tout cela se traduit par des connexions très étroites entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et les usages, par des collaborations entre la recherche et l'industrie, qui sont affirmés comme un objectif dès le départ, mais aussi par une prise en compte explicite de la société et de ce que la politique de la science appelle les impacts sociétaux, dès le départ, dès le financement de la recherche. Donc autant dans le modèle linéaire qu'on avait après-guerre, la société c'est quelque chose qui réagit après que la connaissance a été produite, et c'est pas quelque chose dont s'occupe la politique de la recherche. Autant dans ce modèle intégré, la question sociale, elle est centrale, puisqu'il s'agit de développer la science et la recherche pour la croissance économique, pour des objectifs comme la durabilité. Et donc cela nécessite que la société et la science se transforment ensemble, que les impacts sociétaux et les relations avec le public font partie de la politique de la science. Donc entre autres conséquences, cela veut dire que dans ce modèle intégré, les sciences sociales sont elles aussi partie prenante de la politique de la recherche d'innovation, de la politique de la recherche technologique.
Et non seulement les sciences sociales, mais aussi les publics qui ne sont pas du tout spécialistes. C'est-à-dire le citoyen lambda est censé participer d'une façon ou d'une autre au développement technologique. Puisqu'on est, c'est mon argument, dans les nanotechnologies, on est dans cette situation du modèle intégré, cela veut dire aussi que les enjeux de la construction du marché font partie intégrante de la politique de la recherche, du développement scientifique, y compris au plus profond des laboratoires. Donc c'est ma conclusion de tout ça. Un problème central est la construction de nouveaux marchés, puisque ça fait partie de l'objectif de la recherche scientifique, de la politique scientifique. Pardon. La construction du marché, c'est une question économique, évidemment. Elle est aussi politique, puisqu'elle est liée à la politique de la science. Une question sociale, puisqu'il s'agit de trouver des consommateurs qui voudront bien acheter les nouveaux produits. La perspective que je voudrais suggérer ici, c'est en fait essayer de vous montrer pourquoi cette question-là est intéressante pour les sciences sociales et comment on peut l'aborder. Ce que je vais vous dire, c'est que pour les sciences sociales, en tout cas pour des gens qui s'intéressent à la sociologie économique, à la sociologie politique ou à la sociologie de la science, il est intéressant de regarder les instruments qui permettent de construire les marchés, et notamment des dispositifs qui qualifient des objets, qui équipent des acteurs économiques, qui les rendent rationnels et qui organisent des échanges. Tout cela nous permet de reposer la question des enjeux, c'est-à-dire pas prendre comme une donnée la notion des impacts sociétaux qui figurent dans la politique de la science, mais de comprendre quels sont les marchés qui sont construits pour les nanos. Donc ce que je vous propose, c'est de passer assez rapidement sur ces trois dimensions de la construction des marchés, donc la qualification des objets, l'équipement des acteurs économiques, l'organisation des échanges, ce que j'illustrerai par quelques exemples, et puis ça nous mènera vers les trois présentations suivantes. Une question passionnante quand on regarde le marché des nanotechnologies, c'est la définition des objets nano. Pourquoi il est crucial de définir la qualité nano des objets? Dès qu'on veut faire de la propriété industrielle, dès qu'on veut repérer des substances qui auraient potentiellement des risques, dès qu'on veut faire exister un secteur industriel dans des statistiques pour permettre de dire le secteur des nanotechnologies a gagné 3% sur les dernières années, etc., vous devez définir des objets. Il faut qualifier des objets comme nano. Et ça, c'est quelque chose de passionnant, c'est de regarder l'ensemble des discussions et des controverses sur la définition de ce qui fait que quelque chose est nano. Comme vous le savez, ce n'est pas du tout quelque chose de simple, puisque dès qu'on regarde les nanomatériaux, on peut réfléchir à tout un tas de critères pour définir ce qui fait qu'un matériau effectivement est nano. Donc sans rentrer dans le détail, on peut penser à la taille, à la surface spécifique, à l'utilisation de matériaux de référence, etc. On peut réfléchir à des propriétés, soit qu'elles soient attendues, c'est-à-dire on développe les objets pour certaines propriétés, ou non souhaitées, si tout d'un coup un matériau qu'on développe pour une certaine application se révèle avoir des propriétés toxicologiques. D'où un intérêt pour nous, chercheurs en sciences sociales, pour l'analyse de tout un ensemble de sites, les sites où justement se pose cette question de la qualification et de la définition. Alors j'ai cité là l'ISO, l'OCDE, la réglementation, les offices de brevets, etc. À l'ISO, par exemple, il est assez passionnant de regarder l'ensemble des discussions qui ont mené à choisir pour la définition des nanomatériaux un simple critère de taille, 100 nanomètres, indépendamment de toutes les autres propriétés physico-chimiques qu'on pouvait imaginer, notamment la surface spécifique par exemple. Et pourquoi on choisit ce critère de taille? Parce que clairement, c'est lié au fonctionnement de l'institution internationale. L'institution internationale est censée ne pas outrepasser les prérogatives des États souverains, et donc le fait d'utiliser une définition qui lierait de façon trop explicite le fait d'être nano avec la possibilité d'un risque toxicologique supplémentaire se révèle inacceptable dans cette enceinte internationale. D'où ce choix d'une définition finalement assez arbitraire, directement issue de la politique de la science, ce critère 100 nanomètres qui finalement n'a pas tellement de signification physico-chimique. Évidemment, on peut retrouver ce genre de discussion dans d'autres enceintes. Je n'ai pas le temps de les expliciter, mais c'est pour vous donner une idée des questions intéressantes à se poser quand on examine les procédures qui qualifient les objets nano. Deuxième dimension de la construction du marché, l'équipement des agents économiques, c'est-à-dire si vous voulez vous construire un marché qui serait celui des nanotechnologies ou des nanomatériaux. Aura-t-on des consommateurs informés de la qualité nano
des projets. C'est la logique, par exemple, de la nouvelle réglementation cosmétique en Europe, qui impose à partir de cette année que sur les produits cosmétiques qui contiennent des nanomatériaux, il y ait nano entre crochets dans la liste des ingrédients. Bon, c'est assez folklorique tout ça, parce que déjà, évidemment, quand on fait ça, on choisit une certaine définition, qui a été elle-même extrêmement controversée. On peut se dire, ça, bah, très bien, les consommateurs vont enfin savoir qu'il y a des nanos dans les crèmes solaires. Néanmoins, aller regarder la liste des ingrédients et regarder le petit nano entre crochets sur les 15 lignes en police 2,5 de la liste des ingrédients, c'est quand même réservé à un petit nombre de personnes. Tout ça pour dire, et c'est pour ça que je mets des points d'interrogation à chacune de ces phrases, c'est que ces dispositifs qui vont définir ce que c'est que d'être un consommateur informé, c'est ça qu'il faut analyser, c'est ça qui est intéressant, c'est à propos de ça qu'il est intéressant de se poser des questions, c'est là-dessus qu'il faut voir quelles sont les variétés des positions possibles. Et notamment, sur cette première question du consommateur, c'est directement lié à des outils de représentation des publics, de mesure de l'opinion, qui ne sont pas du tout uniques, qui sont extrêmement controversés, sur lesquels on peut se poser tout un tas de questions. Sur la mesure de l'opinion, par exemple, la Commission européenne aime beaucoup dire qu'elle trouve l'avis de l'opinion publique européenne dans des focus groups organisés dans les musées des sciences. Pourquoi pas? Néanmoins, c'est un type de public extrêmement particulier, des publics qui viennent visiter les musées des sciences, qui sont intéressés par la science, qui veulent en savoir plus, etc. Et quand on discute un peu avec les fonctionnaires à Bruxelles, ils vous disent très clairement, ici, on a le vrai public européen, par opposition aux 3 ONG qui viennent râler dans les bureaux en réclamant plus de réglementation. Est-ce que les publics des musées des sciences sont le vrai public européen par rapport aux ONG qui réclament davantage de réglementation? Je n'en sais rien. Ce qui est intéressant, c'est justement de se dire la construction du public des nanomatériaux est justement quelque chose qui est controversé, quelque chose qui mérite d'être analysé dès qu'on veut comprendre comment on fabrique le marché des nanos. Donc on pourrait se poser les mêmes questions sur la définition d'entreprise qui se positionne sur un marché ou de régulateurs capables de contrôler la circulation des produits nano. Et puis dernier point, l'organisation des échanges. Alors on peut se dire, il y a 2 versions, soit on impose quelque chose, soit on met de la contrainte légale, soit on laisse les industriels faire ce qu'ils veulent, standardiser les produits par des initiatives volontaires. Quand on regarde ce qui se passe, en fait, la plupart des dispositifs sont hybrides, ils sont à la fois économiques, ils font intervenir la puissance publique. Et le meilleur exemple dans tout ça, c'est de regarder encore une fois ce qui se passe en Europe autour des questions d'organisation du marché des nanomatériaux. Et là, on a une opposition intéressante entre la Commission et le Parlement. La Commission ayant la position que la réglementation existante sur les nanos suffit, il suffit qu'elle soit adaptée pour les nanomatériaux, c'est-à-dire on va utiliser REACH, le règlement européen qui encadre le marché des substances chimiques, et on va avoir une approche au cas par cas, c'est-à-dire on va regarder chacun des nanomatériaux et se demander s'il faut avoir un enregistrement spécifique ou pas. Pour le Parlement, au contraire, il faut introduire un critère transverse, dire ben voilà, j'appelle nanomatériaux ceci et j'impose cette définition. Typiquement, le règlement cosmétique, c'est exactement cette approche. Les deux ont leurs défauts et leurs difficultés. Le critère transverse, il est en partie arbitraire. Pourquoi dire que, par exemple, les nanomatériaux, ce serait tout ce qui est en dessous de 100 nanomètres, et c'est ça qu'on va étiqueter sur les crèmes solaires? C'est pas une logique uniquement scientifique, en tout cas. Pour l'approche au cas par cas, c'est extrêmement difficile parce que, évidemment, dès qu'on regarde la variété des caractéristiques physico-chimiques, on a une multiplicité de produits. Et c'est exactement la question que se posent les fonctionnaires de la Commission maintenant, c'est-à-dire, faut-il enregistrer on veut enregistrer les nanotubes de carbone, très bien. Est-ce qu'il faut faire un enregistrement pour les nanoparticules simples parois, pour les nanotubes simples parois, un enregistrement pour les nanotubes parois multiples? Est-ce qu'il faut faire un enregistrement pour les rigides et pour les souples? Est-ce qu'il faut faire un enregistrement suivant le diamètre ou suivant la longueur? Bref, potentiellement, vous avez une multiplication des cas possibles. Dans les 2 cas, ces 2 formes d'organisation des échanges, elles vont avec des façons d'organiser ce qu'est la politique européenne. Pour le Parlement, très clairement, c'est un modèle démocratie libérale. Un consommateur qui sera informé de la présence des nanos, qui pourra faire son choix, et en même temps, une représentation du public européen par les élus au Parlement.
Pour la Commission européenne, c'est une modalité un peu plus expérimentale, on pourrait dire. On va regarder chacun des cas les uns à la suite des autres. Et pour ce faire, on va multiplier les discussions avec les parties prenantes, avec les industriels, avec les ONG, avec les États membres. Donc, on voit bien sur ce cas-là que l'organisation des échanges, c'est à la fois fabriquer un marché, c'est en même temps organiser la démocratie. D'où ce qui me semble important de souligner, c'est que sur les 3 niveaux de ce qui compose le marché des nanos, on a des controverses, on a des incertitudes, il y a des questions à se poser. Et c'est justement ça qui fait à la fois l'intérêt analytique, pour nous, chercheurs en sciences sociales, mais peut-être aussi plus largement, et un intérêt politique, c'est-à-dire ce qui consiste à repérer les lieux où les composantes des marchés des nanos sont discutées, les lieux où on définit ce que sont les impacts de ces marchés, et finalement les lieux où est définie l'organisation démocratique. Vous voyez bien que c'est un intérêt théorique très fort, parce que on pourrait presque dire qu'avec mon petit exemple d'opposition Commission européenne, Parlement européen, c'est comme si on reposait la question presque de philosophie politique de l'organisation démocratique européenne à partir des controverses sur la définition des nanomatériaux. Premier intérêt. Deuxième intérêt, c'est un intérêt très opérationnel. Puisque si vous êtes un industriel qui doit anticiper la réglementation, il faut savoir où se discutent ces questions de définition, quels sont les enjeux qui sont discutés, qui sont les acteurs qui interviennent, et comment toutes ces stratégies de définition peuvent être anticipées. Bien, je vais m'arrêter là pour laisser la parole aux autres intervenants. Je pense que dans les autres interventions, on aura à chaque fois des perspectives un peu différentes, mais qui permettront d'illustrer comment se construit le marché des nanomatériaux, quelles sont les questions qui se posent pour différents acteurs, juridiques, privés ou publics, et quels sont les dispositifs par où ce marché se réalise. Merci bien. Merci. On peut prendre quelques questions oui, si pour Brice, hein, pour démarrer cette session sur les enjeux sociétaux et économiques. Bon, il y aura peut-être des questions plus ciblées après, avec les présentations qui vont suivre. Vous avez évoqué sur un des transparents les politiques aux États-Unis où on dit on fait de la recherche et on ne regarde pas ce que ça peut donner, il n'y a pas de frontières. À l'opposé aujourd'hui pour H2020 où il y a de la smart, integrated, ce genre de choses. Aujourd'hui aux États-Unis, est-ce que c'est encore le cas? Ah oui, non, effectivement, c'était peut-être quelque chose qui n'était pas très clair. Dans le modèle linéaire, clairement, il n'existe plus aux États-Unis. Et le modèle politique des nanotechnologies aux États-Unis, il est vraiment dans la version intégrée. C'est même les premiers, enfin avant même les politiques européennes, c'est les premiers à poser la question des impacts sociaux, de la nécessité de faire participer le public, etc., etc. C'est repris de façon un peu différente en Europe, mais c'est d'abord eux-mêmes. Oui, c'était très intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. La seule question que je me pose, c'est effectivement sur la discussion sur le nanomatériau, puisque dans la terminologie nanomatériaux, je veux dire, il y a nano, donc on parle bien de la taille. Donc, est-ce que la discussion, c'est pas sur la toxicité du produit? Et donc, à ce moment-là, est-ce que tous les nanos sont toxiques? C'est pas forcément le cas, à mon avis. Et donc, c'est un problème de terminologie. Donc, il faudrait changer la terminologie, plus appeler ça des nanomatériaux, et partir sur des critères de toxicité ou de non-toxicité. Je suis d'accord avec vous. Alors, pour être très clair, moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Moi, ça m'intéresse d'analyser justement les controverses à ce propos. Ce qui est intéressant, c'est que ce que vous soulignez, c'est exactement la discussion qui a eu lieu à l'ISO, où justement les adversaires de la définition limite 100 nanomètres disaient mais finalement ce critère-là c'est un héritage de la politique de la science, il n'a aucune validité physique ou chimique, mieux vaut chercher un critère qui fait référence par exemple à des propriétés de réactivité, typiquement la surface spécifique. Et ça, évidemment, ça pose tout un tas d'autres problèmes, parce que dans certains cas, c'est plus compliqué de mesurer la surface spécifique. C'est lié aussi à d'autres problèmes, parce que pour
les gens qui proposaient ça, c'était effectivement pour lier le fait d'être nano avec le fait d'avoir une réactivité accrue, y compris au niveau toxicologique. Donc, pour permettre d'anticiper des réglementations qui pourraient cibler des objets qui poseraient des problèmes de risque. C'était ça qui était inacceptable, en fait, du point de vue de l'ISO. Et c'est ça qui a été qualifié dans l'enceinte de l'ISO d'un choix politique que ne devait pas prendre l'institution internationale. Oui, c'est ça. La crainte, c'est de dire, OK, donc tout nano est toxique. Donc, effectivement, de labelliser tout produit contenant des nanos veut dire qu'ensuite, on a une fuite, oui, tout à fait. on a une fuite vers l'avant des choses. Il faut dire aussi que dans la définition, il y a quand même des produits nano qui sont exclus de la définition, donc des produits qui existent ou qui sont utilisés depuis des trentaines d'années. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a là aussi avec tout un tas de contorsions intéressantes, où on rajoute ou pas l'adjectif manufacturé pour définir ces objets. Dans le cas de l'ISO, on n'a pas rajouté l'adjectif manufacturé, justement pour dire, non mais regardez, des nanos, il y en a partout, ça rime à rien d'avoir une réglementation sur la farine ou sur je ne sais quoi. En revanche, la récente initiative française est intéressante, parce que dans le droit français, donc il existe depuis l'an dernier cette catégorie qui n'existait pas du tout avant, de substances à l'état nanoparticulaire. C'est une espèce de monstre technico-légal, mais qui est assez intéressant. Parce qu'en disant substance à l'état nanoparticulaire, l'administration française cherche à attraper des objets qui libèrent des nanoparticules. Donc pas tous les nanomatériaux, mais seulement ceux qui pourraient libérer des particules de petite taille dans l'environnement. Effectivement, je ne prétends pas que c'est la réponse à tout, parce que ça pose également tout un ensemble de problèmes. Dans les critères qui sont utilisés, tous les instruments de mesure ne sont pas disponibles, ils ne sont pas standardisés. Néanmoins, c'était une façon pour l'administration française de se dire, dans une situation d'incertitude, j'assume une intervention politique, je crée une nouvelle catégorie qui est ni vraiment technique, ni vraiment légale, mais qui est un peu entre les deux, qui est hybride, qui ne tient pas complètement, mais qui me permet, malgré tout, d'avancer dans une situation compliquée. Donc on devra labelliser les voitures nano. En tout cas, pas dans le droit français encore. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Enfin, je sais pas, peut-être prendre une dernière question pour pas trop prendre de. Alors, 2 questions, d'accord. Pour pas trop prendre de retard. Oui, moi j'avais juste une question sur l'histoire. C'est un peu une question de Béotien, mais qu'est-ce qui fait que dans le cadre des nanomatériaux, la peur est née presque avant la technique? Je dirais, s'il y a eu des exemples, des cas, ou bien c'est une prise de position idéologique, politique de certaines ONG pour faire leur business. Qu'est-ce qui s'est passé historiquement aux États-Unis et en Europe? Alors, c'est intéressant, ça se voit, il y a plusieurs niveaux de la réponse. La première, c'est ce que certains de mes collègues appellent la peur du public. C'est-à-dire, échaudés par des controverses sur les OGM, par différentes crises sanitaires, les acteurs de la politique scientifique se sont dit, ici on n'a pas le droit à l'erreur, on ne peut pas se permettre d'avoir une réaction jugée disproportionnée du public, donc on anticipe que sans doute il y aura des problèmes, et donc on se met à réfléchir sur les impacts sociaux, on va se dire on va faire du dialogue avec du public, etc. Donc il y a cette espèce de positionnement assez bizarre où on anticipe le fait que les gens vont avoir peur. L'autre composante de la réponse, c'est ce que là encore certains désignent comme l'économie de la promesse. C'est-à-dire, et c'est très vrai dans le cas des nanos, c'est-à-dire les programmes de développement des nanotechnologies sont fondés dès le départ sur des espèces de perspectives un peu délirantes voilà, on va transformer l'espèce humaine, on va avoir des applications extrêmement importantes, avec des implications potentiellement faramineuses sur l'organisation sociale et sur l'individu. Il ne faut pas oublier qu'un des 2 co-directeurs de la National Nanotechnology Initiative aux États-Unis, c'était un des responsables du mouvement transhumaniste, qui vise à utiliser la technologie pour transformer l'espèce humaine. Et du coup, les premiers programmes nano aux États-Unis ont une espèce de sous-texte qui parfois n'est pas du tout un sous-texte, qui parfois est vraiment explicite, qui consiste à dire on va utiliser le développement technologique pour transformer l'humain, en gros. Après, évidemment, il ne faut pas trop s'étonner si ça produit des réactions assez consternées de la part de n'importe qui lit ça, qui va se dire mais qu'est-ce que c'est que cet objectif délirant qui est affirmé comme ça et qui est soutenu à coût de centaines de millions de dollars sans que du tout on en ait parlé n'importe où.
Évidemment, après, la mécanique, elle est un peu compliquée, parce que ça, c'était aux États-Unis. La définition des programmes nano européens a pris explicitement le contre-pied de ça, en disant aux États-Unis, on a une perspective qui est informée par le transhumaniste, qui est très libertarienne dans son esprit. Nous, en Europe, on va développer les nanotechnologies pour la croissance répartie sur tout le continent, pour le développement durable, pour des objectifs de solidarité, etc., etc. Donc ça a été fait de façon différente. Donc il y a ces deux aspects, je pense, à la fois l'anticipation des controverses suite à différentes crises sanitaires, et d'autre part, les effets rebonds, si vous voulez, sur le côté affirmation d'une promesse complètement disproportionnée par rapport à la réalité technologique. Dernière question d'Alain. Oui, ça marche. Donc c'est pareil, une question. J'avais trois petits points. Je crois que la définition européenne, et d'ailleurs c'est ta collègue qui avait fait le cours, c'est que dans une distribution, il doit y avoir au moins 50% des particules dont une des dimensions est inférieure à 100 nanomètres. Alors c'est extrêmement précis, mais ça devient, je dirais, un petit peu ridicule, tellement c'est précis, parce qu'on n'est tous pas d'accord avec ça. Et en particulier, le groupe, là je pense qu'il y a une idée générale dans le groupe où la vraie définition des nanos, ça devrait être dépendant de l'application et de la propriété quand il y a une rupture par rapport à la propriété du massif. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que, c'est pas ce que tu dis, mais l'aspect manichéen qui consisterait à dire c'est toxique, on enlève, et si c'est pas toxique, c'est bon. Parce que les raisons pour lesquelles c'est toxique, c'est aussi les raisons pour lesquelles, c'est pas Jérémy qui va me dire le contraire, c'est justement les raisons pour lesquelles ça peut être extrêmement actif et très positif pour la lutte contre le cancer, etc. Si on est capable de vectoriser. C'est à peu près tout ce que je voulais dire au niveau des commentaires. Juste une réaction sur ce que tu dis sur la définition européenne. Effectivement, la Commission européenne, pressée par le Parlement, a introduit cette définition qui, elle aussi, est le résultat de toute une négociation politique pour réussir à mettre le seuil à 50%. Enfin, voilà, il y a eu des négociations entre les ONG et les industriels, très clairement. Cette définition, c'est une recommandation, c'est-à-dire qu'en gros, elle n'a aucun impact. Et ce qui permet à la Commission de continuer sur l'approche au cas par cas dans REACH, qui correspond plus ou moins à ce que tu dis, c'est-à-dire regarder dans chacun des cas, est-ce qu'il y a un saut de propriété qui justifie le fait qu'il y ait un enregistrement spécifique. Mais par définition, c'est une tâche sans fin. Parce que forcément, l'innovation dans les matériaux, c'est toujours d'obtenir de nouveaux paramètres en fonction de nouvelles propriétés. Donc ils peuvent continuer à faire l'approche au cas par cas pendant autant de temps qu'ils veulent. Puis je comprends bien qu'une définition de ce type-là est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Oui, tout à fait. Et juste par rapport à ton intervention, ta réponse à une des questions précédentes, je pense aussi qu'il y a, j'en discutais avec José à côté, je pense aussi qu'il y a eu aussi quelques initiatives malheureuses d'industriels, en particulier dans l'agroalimentaire, dans les cosmétiques et d'autres applications. Je ne citerai pas de nom parce que j'ai eu une altercation avec un industriel lors des formations aux techniques de l'ingénieur là-dessus, qui ont mis sur le marché des choses sans avoir réellement prouvé que c'était nocif ou pas nocif. Donc après, ça participe à cette méfiance vis-à-vis du nano, ce qui est très dommage parce que du coup le balancier du principe de précaution, il est passé fortement de l'autre côté, quoi. Merci.